Bonjour à tous, je suis Vanessa Lee et vous écoutez Balado, c'est le temps de parler, un balado destiné aux personnes aidantes. Ce programme est conçu pour soutenir les personnes aidantes en Ontario. À travers des conseils d'experts et de ressources, vous découvrirez des informations précieuses et recevrez la reconnaissance que vous méritez face aux périodes difficiles et aux moments gratifiants de l'aidance. Plus important encore, vous apprendrez que vous n'êtes pas seul. Il est essentiel de prendre ce temps pour vous. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Aujourd'hui, nous accueillons Mélina Ladouceur, travailleuse sociale agréée et psychothérapeute, ayant plus de 10 ans d'expérience dans le soutien aux individus et aux familles confrontées à certains des moments les plus difficiles de la vie. Elle a beaucoup travaillé avec des aidantes, des personnes vivant avec des maladies chroniques ou terminales, ainsi qu'avec celles confrontées au deuil et à la perte. L'approche de Mélina combine l'empathie, des outils pratiques et des pratiques fondées sur des données probantes, telles que la thérapie d'acceptation et d'engagement, pour créer un espace sûr et de soutien pour ses clients. À travers son travail, elle a collaboré avec des organisations comme le CHIO, la Fondation du cancer d'Ottawa et le programme Soins palliatifs Champlain pour animer des groupes de soutien pour les enfants et les adultes. Que ce soit pour aider les personnes aidantes à gérer le stress, naviguer dans des dynamiques familiales changeantes ou prioriser leur propre bien-être, Mélina apporte une grande richesse de connaissances et des idées pratiques à la conversation d'aujourd'hui. Mélina, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci Vanessa. Nous souhaitons créer un espace sur Balado, c'est le temps de parler, où les personnes aidantes de l'Ontario peuvent se connecter et partager. Nous espérons qu'à travers notre conversation aujourd'hui, nous pourrons mieux comprendre les défis en matière de santé mentale auxquels les personnes aidantes sont confrontées, ainsi que les stratégies pour y faire face. Mélina, le rôle de personne aidante comporte souvent des défis émotionnels et mentaux uniques. Pouvez-vous nous parler des sources de stress spécifiques auxquelles les personnes aidantes sont confrontées et pourquoi ces stress peuvent être si éprouvants? Bien sûr, Vanessa. C'est une très bonne question. Premièrement, je pense que c'est important de mentionner que les proches aidants font face à toutes les différentes émotions que la personne qui s'occupe de ressent. Alors, souvent, quand on fait face à une maladie ou on est un ou une proche aidante à une personne avec une maladie, il y a des sentiments de tristesse, il y a l'anxiété, il y a de la colère, il y a plein de différentes émotions. Alors, le proche aidant ou la proche aidante ressent tout que la personne qui fait face à la maladie ressent, mais en plus de ça, ils ressentent plus. Ils ressentent un sentiment souvent de culpabilité par rapport à qu'est-ce que la personne proche d'eux vit. Ils voient la personne qu'ils aiment passer à travers ça et souvent, ils peuvent sentir comme j'aimerais enlever ça de d'eux, je me sens, je me sens coupable que c'est eux et c'est pas moi qui vivent ça. Il y a aussi un sentiment d'impuissance qui peut, que la personne peut ressentir. Alors, vouloir être capable de faire quelque chose pour enlever leur douleur, pour enlever tous les défis qui viennent avec cette maladie. Des fois, dans les situations, une maladie progresse et on ne peut pas arrêter qu'est-ce qui se passe. C'est très difficile. Alors, il y a toutes les émotions que la personne qui est malade vit, que le proche aidant ou la proche aidante ressent. Il y a des sentiments de culpabilité et d'impuissance. Il y a aussi un nouveau rôle et une nouvelle dynamique dans la relation, cette nouvelle relation de patient et proche aidant. Et ça, c'est un autre défi très difficile, une autre source de stress parce que on ne sait pas, on n'a pas été donné un livre, un guide sur voici comment s'ajuster à ce nouveau changement. Alors, c'est toutes les choses qu'on découvre avec le temps. Comment est-ce que je peux être un proche aidant à mon époux ou mon épouse ou à mon parent qui a toujours été là pour moi, que j'allais les voir pour des conseils. Et maintenant, c'est moi qui est proche aidante pour cette personne.
C'est où que la relation entre proche aidant et patient finit et la relation entre parents et enfants débute. Alors, c'est très compliqué, puis c'est une source de stress. La dernière chose que j'étais pour dire, c'est qu'il y a aussi des nouvelles responsabilités. Peut-être, disons que c'est votre époux ou épouse que vous occupez de. Peut-être que c'est eux qui faisaient le budget, peut-être que c'est eux qui s'occupaient de certaines tâches ménagères alentour de la maison. Et là, on est dans ce nouveau rôle de faire des tâches qu'on ne faisait pas avant. Et dans ça, il y a de l'apprentissage, c'est peut-être pas nos forces, et c'est une source de stress. Puis, il y a aussi communiquer avec la famille. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est quand quelqu'un est malade, la famille, les amis, ils vont venir à le proche aidant, la proche aidante et leur demander comment est-ce qu'il ou elle va, le ou la patiente. Alors, maintenant, le proche aidant a aussi ce stress d'être la personne qui communique et la personne qui essaie de gérer tout ça, gérer les mises à jour, l'information. Alors, ça vous donne quelques exemples, j'espère, sur toutes les différentes choses qui peuvent arriver, qui amènent des nouvelles sources de stress et de défis émotionnels. Vous avez parlé des sentiments de culpabilité et Oui, d'impuissance. Ça doit être très difficile. Comment est-ce qu'on gère ça pour les personnes aidantes? bien sûr. Je pense que j'aime toujours commencer quand je parle de la culpabilité en disant que c'est une émotion difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. On peut pas dire à quelqu'un, tu devrais pas te sentir coupable. Ça va pas changer, ça va pas faire que la personne va automatiquement plus se sentir coupable. On se sent coupable, surtout quand on voit, c'est un signe d'amour qu'on voit la personne qu'on aime souffrir, on se sent coupable. On veut pas qu'il ou elle vit ça. Je pense qu'il y a différentes choses qui aident avec la culpabilité puis le sentiment d'impuissance. Premièrement, je pense que c'est important pour les proches aidants, les proches aidantes à réaliser qu'on ne peut pas tout faire. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on se sent coupable, les gens essayent de faire tout. Ils essayent de gérer la maison, gérer les enfants, à faire des bons repas santé, amener la personne à tous leurs rendez-vous, prendre des notes. Et ça, c'est une recette pour un épuisement. Alors, je pense que pour la culpabilité, c'est important, premièrement, de reconnaître c'est quoi tes points forts. C'est quoi les choses que tu amènes qui aident le plus. Il y a des gens qui sont super à prendre des notes à des rendez-vous. Il y a des gens qui sont très bons à être la personne, à parler au docteur, puis à aider à pousser pour quelque chose si il y a un besoin à le faire. Il y a des gens qui sont très bien, très bons à faire des repas. Alors, je pense que c'est important de se concentrer sur ses points forts et de résister à la tentation à tout faire parce que ça l'amène à l'épuisement. Je pense que c'est un mythe et c'est un mythe que il faut qu'on soit au courant du fait que des fois on se sent coupable puis on essaye de faire trop pour aider la personne, mais ça va contre nous parce que des fois on fait trop pour la personne. Je me souviens, quelques années passées, je travaillais avec quelqu'un qui, l'épouse avait un cancer avancé et perdait l'habilité à faire différentes choses, des tâches alentour de la maison. Il y avait très peu qu'elle pouvait toujours faire. Et son époux voyait qu'elle, une des dernières tâches qu'elle faisait, c'était mettre les vêtements sur les soutiens, puis les mettre dans le garde-robe. Et il la voyait en train d'avoir de la difficulté à le faire. Et il se sentait coupable. Alors il a pensé, je devrais le faire pour elle. Puis il a commencé à le faire pour elle. Puis elle a pu lui dire, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, me laisser le faire? Parce que c'est une des seules choses que je suis capable de faire. Alors des fois, notre culpabilité peut nous rendre à avoir des problèmes dans nos relations parce qu'on prend de quelqu'un, des fois, le contrôle qu'ils ont. Je pense que c'est aussi important
avec ces sentiments de culpabilité, d'apprendre des techniques pour se décrocher de ces sentiments. Parce que les sentiments sont très normaux. Bien sûr, on va se sentir coupable, on voit quelqu'un qu'on aime souffrir. Mais cette culpabilité, la culpabilité peut nous servir dans des situations qu'on peut contrôler quelque chose, mais ça ne nous sert pas dans une situation qu'on ne peut pas contrôler. Qu'est-ce qui se passe? Alors, par exemple, si, je ne sais pas, disons, c'est une journée difficile et la personne se frustre et crie à la personne qu'ils aiment, ils vont se sentir coupables et cette culpabilité, ils peuvent faire quelque chose avec. Ils peuvent dire qu'ils s'excusent à la personne. Cette culpabilité leur elle est utile. Elle leur montre que je suis pas en train d'être la personne que je veux être, alors je vais faire quelque chose avec. Mais quand on se sent coupable pour qu'est-ce que la personne vit, on peut pas arrêter qu'est-ce que la personne vit. On peut pas arrêter le fait que cette personne vit avec l'Alzheimer ou un cancer ou une maladie chronique ou terminale. Alors, cette culpabilité n'est pas utile pour nous. Alors, une bonne technique, ça peut être de se demander la question quand la culpabilité vient, est-ce que je peux faire quelque chose pour changer qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette culpabilité est utile pour moi ou est-ce que c'est inutile pour moi? Est-ce que ça me peut, si j'écoute à qu'est-ce que la culpabilité me dit, est-ce que ça peut permettre que je vais être la personne que je veux être, que je vais faire les changements que je veux faire? Ou est-ce que ça l'amène à l'épuisement, à faire trop? Alors, je pense que c'est bon aussi de se remettre en question sur notre culpabilité. Des fois, on se sent coupable parce qu'on dit, je me sens coupable parce que j'ai j'ai pas fait la vaisselle aujourd'hui à cause, on avait des rendez-vous, la personne a eu une soirée difficile. De reconnaître quand la culpabilité, quand on est vraiment juste très difficile sur soi-même. Puis pour l'impuissance, je pense que c'est important de se concentrer sur qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux contrôler et de reconnaître qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler et ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne personne. Ça ne veut pas dire que euh, ça veut pas dire que tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Malheureusement, quand on vit cette situation, on ressent des émotions difficiles. Puis, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal. Ça doit avoir un impact sur la santé mentale. Oui, oui, ça a vraiment un impact, bien sûr. Vous avez travaillé avec de nombreuses personnes aidantes au fil des ans. Y a-t-il une histoire ou un exemple en particulier vous vient à l'esprit où vous avez pu aider quelqu'un à progresser de manière significative dans la gestion de sa santé mentale? Oui, bien sûr, j'ai différentes histoires qui me viennent en tête. Je pense qu'il y a deux types d'histoires. Je pense que il y a les gens que je vois qui viennent à une prise de conscience du fait qu'ils font trop et du fait qu'ils s'épuisent. Parce que je pense que quand on n'a pas des limites, quand on essaie de faire tout, je peux définitivement penser à des gens que j'ai travaillé avec qui sont venus à cette réalisation. Si je pense plus précisément, j'ai une personne qui avait réalisé, la personne qui s'occupait de, c'était leur épouse et elle était en fin de vie. Et il y avait cette reconnaissance pour eux qu'il y avait des conflits avec la famille par rapport à différentes choses que la famille voulait faire. Et pour cette personne, c'était un laisser-aller de je suis en train d'utiliser mon énergie, beaucoup de mon énergie, dans ces conflits. Et je suis en train de perdre le temps que j'ai avec la personne. Puis ça l'impactait leur santé mentale parce que c'est pas qu'est-ce que la personne avait peur d'avoir des regrets. euh, et il est venu à la réalisation que si je continue à mettre mon attention, je peux choisir là où je mets mon attention. Et
il est venu à cette réalisation, je veux passer du temps avec elle, puis je veux faire des choses qu'on est capable de faire toujours, des choses amusantes. Je pense que l'autre chose que j'ai reconnue dans les gens, c'est juste les façons créatives que les gens ont à prendre soin de leur santé mentale. J'ai une cliente, je me souviens que pour elle, c'était de rejoindre une chorale et chanter. Je me souviens de quelqu'un que c'était de faire de faire des dessins où la personne regardait à travers leur fenêtre et il allait à différentes places à travers la ville où il réside et il dessinait des photos de différents bâtiments. Puis ça, c'était quelque chose qui le sortait de son rôle de proche aidant, qui lui donnait tellement de joie à voir qu'il pouvait créer des choses. Alors, oui, je pense que oui, j'ai vu différentes choses très positives. Quelqu'un qui a décidé, qui était en fin de vie et la famille, alors le proche aidant et son épouse ont décidé de prendre un dernier voyage avec les enfants. Alors, ils ont mis une partie de qu'est-ce qui a aidé les deux avec leur santé mentale, c'est on veut créer ce voyage incroyable. Alors, oui, bien sûr. Vous avez parlé tantôt, de nombreuses personnes aidantes constatent que leur relation avec la personne aidée évolue à mesure que les rôles changent. Comment peuvent-elles naviguer dans cette dynamique tout en maintenant un lien de connexion? Oui. C'est difficile parce que c'est une des choses, les changements dans ces rôles, c'est une des choses qui amène les gens à la déconnexion. Parce que, bien sûr, on sent, tu n'es plus mon époux ou mon épouse, tu n'es plus mon enfant. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que je pense que des fois, on se perd tellement dans ce nouveau rôle qu'on oublie l'importance à nourrir nos relations. Alors, par exemple, si c'est un couple, je pense que c'est très important de trouver c'est quoi les choses que vous aimiez faire avant. Puis, si vous êtes toujours capable de le faire, par exemple, j'avais des clients que j'ai travaillé avec, je me souviens, le couple, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est ils adoraient voyager. Malheureusement, ils ne pouvaient plus voyager, elles ne pouvaient plus aller sur un avion. Mais ils ont décidé, au lieu, on va prendre des voyages de jour, puis aller pour une nuit, on va conduire différentes places. Alors, en fait, ils ont conduit à l'église où ils se sont mariés. Puis, faire ce genre de choses, ça nous sort de la maladie. Ça nous sort de ces conversations. Parce que ces conversations par rapport à la maladie, ça nous ramène dans le rôle de proche aidant puis patient. Alors, je pense que c'est tellement important de faire des choses que vous faisiez avant. Si c'est ton parent, si c'est un membre de ta fratrie, peu importe c'est qui. Si c'est ton enfant, c'est quoi les choses que vous aimiez faire? Et si la personne ne peut pas, disons, aller à un film, aller au théâtre, est-ce que vous pouvez regarder un film à la maison? Est-ce que vous pouvez trouver des façons pour reconnecter avec les personnes que vous êtes et leur rôle que vous aviez? Alors, je pense que c'est important de faire ça. Et je pense aussi que c'est important de, de prendre des journées où on ne parle pas du cancer, de la maladie, de l'Alzheimer. Euh, Bien sûr, il y a peut-être des médicaments que la personne prend chaque jour, alors il faut qu'on s'assure que ça l'arrive, mais d'avoir des journées où on a une pause. On a une pause de parler de tout ça. Je pense que c'est très important pour nourrir la relation. L'aidance naturelle peut être une expérience enrichissante, mais elle comporte aussi de nombreux défis. Notre infolettre 90 secondes sur l'aidance naturelle vous propose des conseils pratiques et rapides pour aider les personnes aidantes à mieux gérer leur stress.
Que ce soit en prenant une courte pause, en pratiquant un exercice de relaxation ou en vous accordant quelques minutes pour vous ressourcer, ces conseils sont conçus pour vous aider à réduire le stress et préserver votre bien-être mental. 90 secondes sur l'aidance naturelle vous propose chaque semaine des informations santé, des astuces et des conseils sur l'expérience des proches aidants et la santé mentale des aidants. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à 90 secondes sur l'aidance naturelle sur aidantontario.ca. Et maintenant, retour à notre épisode. J'imagine que les personnes aidantes, elles sentent un deuil lié au déclin de la santé d'une personne aidée. Comment est-ce qu'on gère ça? Oui. Je pense que la chose la plus importante, c'est premièrement de nommer puis de reconnaître ce deuil. Parce que je pense que beaucoup de personnes entendent le mot deuil, ils pensent de la tristesse et toutes les émotions que quelqu'un vit après un décès. Mais ce n'est pas la définition du deuil. La définition du deuil, c'est toutes les émotions que quelqu'un vit à cause d'une perte ou d'un changement. Alors, le fait que la personne a une maladie maintenant, ça c'est un deuil. Le fait que le proche aidant doit prendre des nouvelles responsabilités, euh, peut-être ne peut plus travailler ou peut travailler à temps partiel, ça c'est un deuil. C'est tout du deuil. Toutes les pertes secondaires qui viennent avec la maladie, c'est du deuil. Et il y a aussi le deuil anticipé pour ceux qui ont quelqu'un proche d'eux qui vit avec une maladie qui va amener à la fin de leur vie. Alors, il y a le deuil par rapport aux pertes qu'on a, puis les changements qui sont difficiles, la perte de la vie qu'on avait avant cette maladie. Et il y a la perte par rapport à qu'est-ce qu'on sait s'en vient. Si la personne a une maladie qui amène qui est soit dans une phase terminale ou qu'on sait amène à une phase terminale. Alors, le deuil de savoir que la personne va être partie. Alors, comment s'aider? Premièrement, c'est en reconnaissant que je vis un deuil. Et ensuite, c'est se permettre de vivre ce deuil, de se laisser pleurer, de se laisser avoir de la colère. Bien sûr, on ne veut pas sortir ça envers la personne ou envers soi-même, se blesser d'une façon ou d'une autre, mais de reconnaître, je suis fâchée, je suis triste, je suis anxieuse, et de se permettre de ressentir ces émotions et trouver des façons de les gérer. Qu'est-ce qui nous aide à gérer ces émotions? C'est souvent en parlant. Alors, parler à des amis, aller à un groupe d'entraide, ça peut être extrêmement aidant. Il y a beaucoup de groupes d'entraide, par exemple, pour les proches aidants. À travers la province, peut-être vérifier avec, euh, si vous êtes connecté avec l'équipe médicale de la personne que vous occupez de, vérifier avec eux ou auprès des organismes dans votre communauté, est-ce qu'il y a un groupe pour proches aidants, que je peux rencontrer d'autres personnes qui vivent cette situation, qui ont un parent avec l'Alzheimer, qui ont un époux qui a un problème de cœur ou un enfant adulte qui a un trouble en santé mentale. Je pense que rencontrer d'autres personnes et en parler, tu vas vraiment reconnaître que tu n'es pas seul dans ce deuil, que d'autres personnes le vivent. Tu peux apprendre de d'autres personnes sur qu'est-ce qui les a aidés. Parler à une thérapeute, ça peut être très utile aussi. Si parler, c'est pas quelque chose qui t'aide, il y a des gens que écrire, ça les aide. D'avoir un journal, de noter, je me sens triste, je me sens fâchée parce que sors tes émotions. Euh, Permets-toi de reconnaître tout ça. Et je pense que les autres choses qui peuvent nous aider dans cette dégradation puis ce deuil, c'est aussi, il y a un exercice qu'on pratique souvent dans la thérapie d'acceptation et d'engagement qui peut être extrêmement utile. Et ça s'appelle, c'est une technique d'ancrage. En fait, en anglais, ça s'appelle dropping anchor.
Si vous regardez en ligne, vous pouvez trouver plus d'informations. Il y a un psychologue, Russ Harris, qui a parlé beaucoup de cette technique. Puis vraiment, qu'est-ce que c'est pour l'expliquer? Il y a trois parties. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. On peut trouver des méditations guidées pour le pratiquer, mais on peut aussi le faire par soi-même. Puis c'est vraiment trois étapes. La première étape, c'est que on se permet de connecter avec qu'est-ce que je ressens, c'est quoi les émotions que je ressens présentement, c'est quoi mes pensées qui me passent par la tête et c'est quoi qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je remarque qui se passe dans mon corps. Par exemple, peut-être j'ai mal à la gorge, peut-être j'ai mon cœur bat très vite, peut-être je remarque que mes mains sont en train de bouger un petit peu. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Puis qu'est-ce qui se passe dans mon corps? La deuxième étape, puis on pratique ça seulement pour peut-être 1 minute pour chacune. La deuxième étape, c'est de reconnecter avec ton corps. Ça, c'est bouger, peut-être pousser tes pieds dans le sol, bouger tes bras, peut-être c'est t'étirer un petit peu, peut-être c'est te lever puis t'asseoir à nouveau. Et ça, c'est une façon de reconnecter avec ton corps. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est bien sûr, si on ressent ces émotions, si on y pense pour trop long, ça commence à nous contrôler. Alors, première étape, on ressent, on remarque qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe alentour dans mon corps et qu'est-ce que je pense. Deuxième étape, reviens dans ton corps. Pour sortir de ta tête, on revient dans le corps. Troisième étape, c'est qu'est-ce que je vois dans la salle? On reconnecte dans la salle. C'est quoi 5 choses que je peux voir et de nommer les objets dans la salle? C'est quoi 4 choses que je peux toucher, que je peux prendre dans mes mains qui sont alentour de moi? C'est quoi 3 choses que je peux entendre? 2 choses que je peux sentir et une chose que je peux goûter. Ça te reconnecte dans la salle. Et là, tu passes à travers les 3 étapes à nouveau. Seulement 1 minute à la fois pour chacune. Puis, la raison que ça peut nous aider, c'est que c'est une façon d'être capable de s'exposer à nos sentiments, nos pensées, et nos sensations dans le corps, de améliorer notre capacité à les reconnaître, mais aussi à s'aider pour qu'on peut mieux apprendre à les tolérer. Parce que c'est juste un petit peu à la fois. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent pour les gens, c'est quand on ressent des émotions difficiles, souvent on veut soit les éviter, pense pas à ça, on va faire autre chose, on va se garder occupé, parce qu'on a peur de les ressentir, parce qu'ils font de la peine. Mais si on les ignore, ils grandissent. Mais si on regarde trop aux émotions ou on rentre trop dans ça, ils peuvent ils peuvent nous rendre en dépression, alors, on veut apprendre à être avec ces émotions parce qu'ils nous viennent souvent d'une journée ou d'une semaine, mais on veut aussi être capable de apprendre à revenir dans notre corps, revenir dans la salle. Alors, c'est un peu un exercice de pleine conscience, puis de revenir dans ton corps pour que l'émotion te contrôle moins et pour que tu puisses mieux tolérer l'émotion. Alors, c'est un autre outil qui peut être utile. Les personnes aidantes portent souvent beaucoup de différents chapeaux. Quelle stratégie recommandez-vous pour équilibrer le rôle de personnes aidantes avec d'autres responsabilités familiales ou professionnelles tout en préservant leurs limites saines? Oui, bonne question. Je pense que Je pense il y a différentes choses que je pourrais dire à ce sujet-là. Je pense que pour être capable de trouver le balance, je pense que c'est important de reconnaître que tu vas pas être capable d'être là dans tous les endroits de ta vie de la même façon. Alors, je pense que les gens pensent, je vais toujours donner mon 100% puis tout va être le même au travail pendant que je suis un proche aidant ou une proche aidante. Je vais être capable d'être là pour mes enfants la façon que j'ai toujours été.
Puis je pense que c'est important de reconnaître que tu vas être plus fatigué. Tu vas aussi possiblement avoir plus de difficultés avec la mémoire, avec la concentration. Hum, quand on vit une situation extrêmement difficile, comme s'occuper de quelqu'un qu'on aime, qui est en train de souffrir ou qui est en train d'avoir de la difficulté, qu'est-ce qui arrive, c'est que on s'épuise. Alors, je pense que c'est important, tu veux être là pour la personne. Je pense que c'est important, comme j'ai mentionné avant, de t'assurer que tu donnes pas trop, que tu n'essaies pas de tout faire dans ta relation de proche aidant, que tu demandes de l'aide, que tu acceptes de l'aide, qui est difficile à faire. Mais je pense accepter de l'aide des autres est important parce que tu veux être capable d'être là pour la personne, mais tu veux être capable d'être là pour tes enfants. Tu veux être capable d'être là au travail. Il y a des gens, des fois, qui vont voir s'ils peuvent faire des changements avec le travail, peut-être travailler de la maison, peut-être prendre plus de journées de congé ou travailler à temps partiel s'ils peuvent. Je pense que c'est important d'être gentil envers toi-même, que peut-être tu vas pas être capable d'être là dans tous les endroits de ta vie de la même façon, mais de te concentrer sur qu'est-ce qui est le plus important dans ces endroits de ta vie. Par exemple, au travail, peut-être tu ne peux pas accomplir, peut-être tu vas oublier des choses. Peut-être tu ne vas pas accomplir, si dans une journée tu accomplissais 5 tâches, peut-être tu vas en accomplir 3. Mais d'essayer de te concentrer sur qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Alors, au travail, c'est quoi les choses que je veux m'assurer de faire le plus? Peut-être je ne peux pas accomplir 5 tâches, peut-être c'est 3, mais peut-être je veux me concentrer sur la qualité de ces 3. Peut-être avec mes enfants, je ne peux pas faire toutes les activités que je faisais avant, mais c'est quoi les activités qui sont le plus importantes pour nous? Alors, je pense que c'est bon de revenir aux différents endroits de ta vie, puis d'essayer de voir si je ne peux pas faire tout, qu'est-ce qui est le plus important dans chacun de ces endroits de ma vie. On dit souvent aux personnes aidantes de se concentrer sur leurs soins de soi, mais cela peut sembler impossible quand leur temps est si limité. Quelles sont des façons pratiques et réalisables pour les personnes aidantes de se prioriser? Oui, bonne question. Souvent, dans différentes présentations que je donne, j'ai souvent une diapositive quand je donne une présentation PowerPoint sur comment prendre soin de toi-même comme proche aidant dans 5 minutes ou moins. Parce que c'est vrai, tu as très peu de temps, puis il y a beaucoup de défis à prendre soin de soi-même. Il y a les défis, bien sûr, que tu veux être là pour la personne. Alors, il y a la culpabilité pour les proches aidants quand ils prennent du temps pour eux-mêmes. Il y a la fatigue. Il y a le fait que tu es un proche aidant, mais tu travailles peut-être aussi, tu as des enfants, il y a différentes choses dans ta vie. Alors, comment prendre soin de toi-même? Je pense que c'est important d'être réaliste dans tes objectifs. Alors, par exemple, j'ai travaillé avec des gens qui avant, ils prenaient des marches de 1 heure et ils pensaient, bien, je ne prends plus mes marches. Je ne peux plus faire ça. Mais est-ce qu'ils peuvent, on a parlé de comme, est-ce que tu pourrais prendre une marche de 10 minutes? Peut-être c'est pas qu'est-ce que tu es habitué, mais est-ce que ça pourrait quand même te bénéficier, même si c'est quelque chose de plus petit? Et alors, des fois, c'est nos pensées, puis nos attentes envers nous-mêmes. Par exemple, la personne que j'ai travaillé avec, je me souviens qu'ils avaient une pensée de si je ne peux pas prendre une marche d'1 heure, il n'y a pas de point. Alors, on a ajusté, puis on a regardé à cette pensée, cette croyance qui était en train de leur limiter. Et en fait, cette personne a commencé à prendre des marches de 10 minutes. Et avec le temps, ils ont augmenté à 20 minutes et ils ont pu trouver quelque chose qui pourrait fonctionner pour eux parce qu'ils ont commencé à voir l'impact que ça avait sur leur santé mentale. Et ça l'améliorait leur capacité d'être là pour la personne qui s'occupe d'eux. C'est comme si j'avais un verre d'eau dans ma main et si on se voyait, parce que je sais, c'est audio notre podcast aujourd'hui,
Si tu pouvais me voir, je prendrais un verre d'eau puis je le tenais dans ma main. Et si je tiens un verre d'eau pour quelques minutes, je suis correct. Si c'est une heure, mon bras, ça va vraiment faire mal. Si c'est toute une journée que je le tiens, il va falloir t'appeler une ambulance pour moi. Ça, c'est comment ça fonctionne, le stress puis le rôle de proche aidant. On a besoin de mettre le verre sur la table de temps en temps et faire quelque chose pour récupérer notre énergie. Ça, c'est pourquoi c'est important. Puis ça n'a pas besoin d'être grand. Ça peut être une marche de 10 minutes. Ça peut être faire une méditation de 5 minutes, écrire dans un journal pour 5 minutes. Ça peut être regarder un vidéo drôle pour 5 minutes. Ça n'a pas besoin d'être grand. Mais toutes ces petites choses de 5 minutes, si tu le fais, disons, tu le fais une, deux, trois fois par journée. C'est des petites pauses qui t'aident à te redonner un peu plus d'énergie. Et c'est tellement important. Comment les personnes aidantes peuvent-elles établir des limites pour protéger leur santé mentale tout en continuant à fournir les soins dont la personne aidée a besoin sans se sentir coupable? Je pense que la première chose, c'est de réaliser que c'est un mythe qu'on ne va pas se sentir coupable pour mettre des limites en place. C'est très commun qu'on va se sentir coupable, même les gens qui sont devenus très bons à apprendre à mettre des limites en place se sentent coupables. Mais c'est de le faire même si on se sent coupable. Et avec le temps, cette culpabilité, ça s'améliore. Parce qu'on commence à reconnaître de plus en plus la différence que ça fait quand on met des limites en place. Puis, on devient plus habitué, comme n'importe quoi d'autre. Je pense que des fois, les gens ne mettent pas des limites en place parce qu'ils se sentent coupables. Des fois, on a des croyances qui sont irréalistes ou des attentes irréalistes envers soi-même, comme je devrais être capable de tout faire. Comment? On ne peut pas tout faire. Personne ne peut tout faire. Um, on pourrait peut-être essayer de tout faire, mais ça peut vraiment nous amener à l'épuisement. Alors, est-ce que ça vaut l'épuisement? Qu'est-ce qui va arriver à la personne et à toi si tu es épuisé? Alors, je pense, mettre des limites en place, un autre défi, c'est qu'on pense que c'est méchant, qu'on est méchant ou méchante si on met des limites en place. Mais mettre des limites en place, c'est une façon de prendre soin de toi-même. C'est aussi une façon d'aider les autres. Et ça peut sembler étrange, mais des fois, les autres ont besoin de prendre charge. Des fois, les autres ont besoin d'avoir un rôle. Si on fait, par exemple, disons que quelqu'un te demande, euh, disons que c'est un parent que tu t'occupes de et tu as un frère ou une sœur qui n'est pas vraiment impliqué, que tu es l'enfant qui est en train de faire, vraiment prendre la charge de ton parent puis les aider. Et disons, ton frère ou ta sœur te dit, ah, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ci? Puis ils sont en train de vraiment te donner la charge de tout. Si tu mets une limite en place avec eux et tu leur demandes de le faire, tu es en train de faire que, bien, premièrement, c'est plus juste, mais aussi, tu es en train d'aider cette personne à prendre des étapes qu'ils ont besoin de prendre pour qu'eux, ils ont moins de regrets plus tard. C'est peut-être pas la façon que la personne va le voir au moment, mais tu es en train d'aider la personne à réaliser l'importance que tout le monde s'implique. Et des fois, on pense que mettre des limites en place, qu'on doit dire ça comme non, je vais pas faire ça ou non, tu dois le faire. On n'a pas besoin de le dire de cette façon. On peut, il n'y a pas de bon ou mauvais. Il y a beaucoup de lectures maintenant qui dit que non, c'est une phrase complète, mais c'est pas confortable pour tout le monde. Alors, des façons qu'on peut mettre des limites en place, il y a des façons qui sont un peu moins inconfortable. Par exemple, on pourrait dire à quelqu'un, j'aimerais t'aider. Par contre, je vais pas être capable cette fois-ci. Ou j'ai quelque chose, j'ai un autre engagement.
Euh, mais je sais que tu es capable de le faire. On peut dire à quelqu'un quelque chose comme c'est pas quelque chose que je peux aider avec. As-tu pensé à demander à telle ou telle personne? On peut dire à quelqu'un j'ai je reconnais comment c'est important pour toi que tu veux que tu préfères que je le fais parce que tu sais que c'est quelque chose que je fais très bien et tu n'as pas autant confiance ou tu penses que par contre, je peux te montrer comment je le fais. Comme il y a différentes façons qu'on peut mettre des limites et dire non sans dire un direct non. Alors, puis souvent, c'est de commencer avec quelque chose comme je comprends que tu veux d'avoir de l'empathie, après de mettre une limite et après de dire quelque chose comme as-tu pensé à telle ou telle personne? Ou euh, tu peux me demander une autre fois, mais cette fois-ci, malheureusement, je ne peux pas. Il y a des façons de le faire qui peuvent être plus confortables. Pas que c'est jamais confortable, mais qui peuvent être, disons, moins inconfortables. Peu de changer la perception des personnes aidantes pour considérer le bien-être personnel non pas comme un acte égoïste, mais comme un moyen efficace et essentiel d'accomplir leur rôle de personnes aidantes. Exactement, bien dit. Au niveau de demander pour l'aide, est-ce que vous voyez que c'est difficile pour les personnes aidantes à faire ça? Oui, très difficile pour beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a des gens pour lesquels c'est encore plus difficile. Je pense que beaucoup de gens, des fois, on remarque que les gens qui sont là comme proches aidants, pas que personne n'a demandé d'être proche aidant, mais les gens qui se portent volontaires, disons dans le cas de qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient prendre ce rôle. Disons que c'est un parent qui est malade et il y a trois enfants adultes. Les personnes qui se portent volontaires, alors l'enfant qui va dire je vais le faire, c'est souvent quelqu'un qui a tendance à faire des choses, à prendre charge et qui a probablement plus de difficultés à accepter de l'aide. Alors, des fois, c'est le proche aidant ou la proche aidante, c'est cette personne s'est portée bénévole parmi quelques personnes qui pourraient avoir pris ce rôle. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui a plus de difficultés à accepter de l'aide, mais des fois, bien sûr, c'est un époux, une épouse, ou il y a seulement un membre de la famille. Il n'y avait pas des gens qui ont choisi de prendre ce rôle, c'était la seule personne qui avait vraiment. Euh, je pense que accepter de l'aide est tellement difficile pour beaucoup de gens. Et je pense que la raison que c'est difficile, premièrement, c'est inconfortable pour les gens. euh, Parce que je pense que si tu regardes à pourquoi c'est difficile d'accepter de l'aide, c'est souvent à cause des croyances qu'on a et des attentes qu'on a envers nous-mêmes. Des attentes irréalistes de je peux accomplir toutes ces choses-là. Puis des pensées comme c'est moi qui dois le faire ou je suis en train de faillir comme proche aidant si je ne peux pas tout faire. Alors, je pense qu'une des choses qui aide les gens le plus à être mieux capable d'accepter de l'aide, c'est de regarder à c'est quoi tes pensées? C'est quoi les pensées qui sont en train de t'arrêter à accepter de l'aide? Et d'en parler avec une thérapeute, d'aider, de demander, et encore c'est demander de l'aide qui n'est pas facile, euh, mais de reconnaître c'est quoi, il y a différentes choses qui fait que on se met dans des situations qui sont difficiles. Et je pense qu'il y a beaucoup de proches aidants qui n'acceptent pas de l'aide à cause de leurs pensées. Et ça leur met dans une situation encore plus difficile et plus à risque d'un épuisement. L'épuisement, parmi les proches aidants, les statistiques sont extrêmement élevées. Alors, il y a un grand risque d'épuisement comme proche aidant. Alors, c'est tellement important d'accepter de l'aide et de penser, peut-être penser ça d'une différente façon. Si j'accepte l'aide, je suis en train d'aider l'autre personne à se sentir utile. C'est une façon complètement différente de le voir. Mais c'est vrai, parce que souvent,
Les autres personnes dans ta vie veulent aider, mais ils ne savent pas comment. Alors, oui, ils offrent de l'aide, mais on n'accepte pas cette aide. Alors, si tu acceptes l'aide de quelqu'un, tu es en train d'aider cette personne à se sentir moins impuissante. Alors, changer sa perception, de regarder de l'aide. Tu peux même penser, oui, si j'accepte l'aide de mon frère, par exemple, qui va amener mon parent à leur rendez-vous, ça me donne plus d'énergie pour être capable de prendre soin de moi-même, pour que j'ai plus d'énergie à prendre soin de mon parent, ou ça me permet de me concentrer sur mes forces comme proche aidant. Je suis peut-être pas la meilleure personne à faire cette chose comme aller au rendez-vous, c'est peut-être pas ma force, mais je fais de la bonne cuisine ou je suis très bon à écouter aux émotions de la personne. Alors, ça te permet plus de chance à te concentrer sur tes forces. Alors vraiment changer la perception de la demande d'aide comme un avantage et non pas comme un signe de faiblesse. Exactement, exactement. C'est toutes nos pensées qui sont en train de nous prévenir d'accepter l'aide qu'on a besoin, qu'on peut bénéficier, puis que l'autre personne qui l'offre peut avoir besoin pour qu'il puisse se sentir moins puissant. Avez-vous d'autres conseils aujourd'hui pour les proches aidantes? Hmm, bonne question. Laisse-moi juste y penser. Je pense que la seule autre chose que je dirais, c'est par rapport à l'identité. Je pense que beaucoup de gens se sentent comme proches aidants qui peut des fois se perdre leur identité comme personne. Parce que la vie de la personne peut vraiment devenir concentrée sur je me lève, je m'assure que la personne prend leurs médicaments, euh, on s'en va à des rendez-vous, là, en soirée, il y a d'autres médicaments à prendre, on se doit préparer pour le rendez-vous demain. La vie d'une personne peut des fois aller tout alentour de ce rôle de proche aidant. Puis peut-être qu'il y a du travail, peut-être la personne travaille en même temps, peut-être qu'il y a d'autres rôles aussi, mais il y a probablement très peu de temps, comme on a parlé, pour ses passe-temps, pour les choses qu'on aime, pour les parties de soi-même qui font pas partie de notre rôle de proche aidant ou de travailleur ou travailleuse. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu avais une personne peut-être avant qui allait au travail, mais qui peut-être faisait de la peinture comme activité ou qui allait à des cours de yoga ou euh, qui était, je sais pas, qui était la personne connue par leurs amis comme euh, qui attrapait toujours les meilleurs cadeaux pour les fêtes, les anniversaires. Et là, cette personne n'a plus le temps pour faire ça. Alors, les cadeaux sont plus le même, la façon qu'ils étaient avant. La personne ne va plus à leur cours de yoga. La personne ne fait plus de la peinture. Alors là, les gens peuvent commencer à perdre leur identité. Et ça peut être très difficile parce que on commence à plus savoir qui qu'on est et si quand le rôle de proche aidant vient à une fin, s'il vient à une fin, la personne se trouve vraiment, il se connaît plus. Alors, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a des façons dans ta routine que tu peux garder des parties de ton identité? Par exemple, je me souviens, je travaillais avec quelqu'un qui aimait jouer de la musique. Et bien sûr, il ne pouvait plus pratiquer la guitare chaque jour comme il faisait avant. Il ne pouvait plus faire des spectacles de musique. C'était trop difficile à avoir dans leur horaire. Mais qu'est-ce que cette personne a commencé à faire? C'est le 5-10 minutes que ça prenait pour que la personne attrape ses clés, attrape ses notes pour le rendez-vous. Il s'assoyait à la porte d'entrée puis il jouait sa guitare. Alors, il a pris une opportunité, un temps où il attendait pour son épouse. Et chaque fois qu'il y avait quelques minutes où il attendait pour son épouse qui était toute prête puis qui était à la porte, il jouait sa guitare. Alors, y a-t-il des petites façons que tu peux garder
des morceaux de toi dans ta vie? Y a-tu des façons? Est-ce que tu peux te permettre d'aller à un cours de yoga? Peut-être c'est une fois par mois. Si ça, c'est vraiment pas possible, est-ce que quand la personne que tu t'occupes de est au lit, est-ce que tu pourrais sortir tes peintures? Est-ce que tu pourrais faire un petit peu? Peut-être c'est seulement de temps en temps, mais j'encourage les gens à pas se perdre complètement, à essayer, ramène des morceaux, garde des morceaux dans ta routine si tu peux. Peut-être tu n'es pas quelqu'un qui peut aller, disons que tu es quelqu'un qui allait à des cours de méditation, tu allais à plein de choses. Peut-être tu peux pas faire ça, mais peux-tu faire une méditation de 5 minutes? Même si c'est une fois par semaine, peux-tu garder des morceaux de ton identité pour que tu te perds pas? Merci beaucoup, Mélina, d'avoir partagé votre expertise et votre temps avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Oh, mais c'est mon plaisir, heureuse d'avoir été ici puis d'en discuter plus, Vanessa. C'est la santé mentale pour les proches aidants, c'est un sujet tellement important. Alors, je suis heureuse que vous en parlez. Merci. Bienvenue. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les services de soutien sur notre site web aidantontario.ca. À la prochaine. Je suis Vanessa Lee et vous avez écouté Balado, c'est le temps de parler, un balado destiné aux personnes aidantes. Nous vous souhaitons une excellente journée.